Bonjour à toutes et à tous. Voilà, les premiers participants arrivent. Bonjour tout le monde. Salut Denis, salut Guillaume, salut Pauline. Cool, ça se remplit petit à petit. On va démarrer tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une masterclass hyper intéressante sur les guildes techniques. Et pour ça, on reçoit Martin qui a été Head of Engineering de chez Singular. Singular qui est une marketplace d'œuvres d'art contemporain, qui a levé, je crois, 60 millions il y a 2 ans et qui a scalé de manière relativement forte en général et à la tech. Et Martin, tu as été le témoin et l'acteur de ce scale et de pas mal d'expérimentations mises en place dans l'organisation tech. Et c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. Je te donne la parole. Exactement, On va exactement. passer. Merci Stan et merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour parler de ce grand sujet qui est la dette technique. Je vais rapidement me présenter un peu plus en détail Singular puisque c'est dans ce contexte-là que j'ai avec mon équipe lancé cette organisation en guilde. Et puis après, j'entrerai dans le détail de l'organisation concrète qu'on a finalement mis en place au sein de Singular à propos de ces guildes-là. Je parlerai un peu de ce qu'on a effectivement mis en place comme et projets qu'on a pu réaliser grâce à ce mode de fonctionnement. Et puis, on finira par parler un peu des difficultés rencontrées, faire un peu une rétrospective des problèmes rencontrés, de ce qu'on pourrait améliorer et de ce qui pourrait être une évolution de ce guide dans le futur. Donc, on part pour 25 minutes de présentation à peu près, suivi d'une vingtaine de minutes de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Stan, ce sera un plaisir de les récupérer pour me les transmettre à l'issue de cette présentation. Donc tout d'abord, qui je suis? Donc moi, c'est Martin, j'ai 30 ans, j'ai une formation d'ingénieur généraliste à Centrale Lille. J'ai été diplômé il y a 6 ans, 7 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière chez Sponsorize.me en tant que développeur full stack, et puis en tant que CTO, où j'ai dirigé à la fois l'équipe technique, mais aussi l'équipe produit. C'est une expérience de plusieurs années qui m'a permis de découvrir à la fois le milieu professionnel dans le milieu du développement informatique, mais aussi les méthodologies agiles, et notamment grâce à Théodo, qui est une entreprise de développement qui accompagne ses clients dans la mise en place de méthodologies agiles. C'est extrêmement formateur pour moi. J'ai ensuite rejoint l'entreprise Youpies, qui a développé une marketplace de services à la personne en tant que Head of Engineering, dans laquelle, là, je me suis concentré plutôt sur une partie managériale, où je dirigeais une équipe d'une vingtaine de personnes réparties entre la France et l'Ukraine, avec des spécialités techniques vraiment très variées, du mobile avec iOS, Android, du web, mais aussi des équipes QA et DevOps. Où là, un vrai focus qu'il y a eu sur la mise en place justement de process et méthodologies de travail, notamment avec l'agilité et le lean management, une stratégie très importante à mes yeux. Et je suis resté 1 an chez Youpies et c'est ensuite que j'ai rejoint donc Singular en tant que Head of Engineering il y a à peu près 2,5 ans. Je parlerai un peu plus en détail de Singular juste après. Donc Singular, qu'est-ce qu'on fait? Singular, qu'est-ce qu'on fait? C'est donc, comme Stan l'a dit, une marketplace d'œuvres d'art et de mobilier design depuis l'année dernière, internationale, créée en 2017 par 3 entrepreneurs français. Concrètement, Singular accompagne des artistes et des créateurs pour leur permettre de vendre leurs créations dans le monde entier, leur donner accès à des acheteurs, à des passionnés d'art et de mobilier design dans le monde entier, en leur apportant à la fois un espace de vente sur lequel on va pouvoir communiquer, faire de la publicité, donc ramener énormément de clients, étendre leur marché, puisqu'avant, ils avaient plutôt accès à un marché local et on leur donne tout de suite accès à un marché international. On les aide aussi sur toute la partie
logistiques. On a des équipes logistiques qui sont chargées de trouver les bons transporteurs, d'acheminer donc les œuvres d'art et les pièces de mobilier design à l'international. Vous pouvez bien penser qu'envoyer des œuvres d'art, ce n'est pas forcément la même chose qu'envoyer des smartphones. Donc, ça demande une certaine expertise et surtout une qualité de prestation extrêmement importante. Et puis, on accompagne également les artistes dans toutes leurs démarches administratives et financières pour vraiment leur permettre de pouvoir se concentrer sur leur métier, sur la partie sur laquelle ils sont forts et sur laquelle ils apportent énormément de valeur, à savoir la création artistique. D'un point de vue business, d'un point de vue des chiffres, Singular sur les mois, on va dire, les plus où on a pu voir les meilleurs résultats. Je pense que tout le monde ces derniers mois, dans beaucoup d'entreprises, on a vu une certaine baisse de chiffres. Mais en tout cas, sur les meilleurs mois, on avait donc environ 1 500 ventes par mois avec un panier moyen de 2 000 euros. Forcément, on est sur un secteur qui est assez premium. On n'est pas sur des ventes d'œuvres d'art de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais voilà, aux alentours de 2 000 euros, donc ce qui fait quand même une marketplace premium. Et au niveau du business model, on est sur un modèle de commission où on va prendre 50% de commission. Alors, ça peut paraître énorme, 50% de commission sur un panier moyen à 2 000 euros, mais c'est à peu près dans les moyennes du marché, puisque si on se compare aux galeries d'art, on est aux alentours de 45 à 70% de commissions qui peuvent être prises sur les ventes des artistes qui sont exposés en galerie. Sur un peu, si je présente un peu l'historique de l'évolution des équipes à Singular, parce que c'est extrêmement important pour comprendre le contexte dans lequel on a décidé de mettre en place ces guildes. Donc, on a en 2017 la création de l'entreprise, 3 cofondateurs qui y travaillaient. Côté tech, il y avait le directeur technique qui était déjà présent. On avait une des cofondatrices qui était en charge de la partie produit. Quelques années plus tard, en 2020, après pas mal de recherches réalisées, quelques premiers clients trouvés et un product market fit qui commençait à être affiché. Ils ont réalisé une série A juste avant le confinement. Ils ont eu pas mal de chance, une levée de 10 millions d'euros. Il y avait déjà à l'époque à peu près 35 employés. Le Covid, le confinement, comme dans beaucoup de secteurs du e-commerce, ça a vraiment fait exploser les ventes de Singular. En 2 mois, le chiffre d'affaires et les ventes ont été multipliés par 2. Donc, les équipes opérationnelles, à la fois celles qui étaient chargées de la logistique, mais aussi de la communication avec les clients, les équipes ont évolué de manière très rapide. D'un autre côté, et ça, c'est une particularité de mon rôle, c'est que le CTO n'était pas du tout orienté vers tout ce qui était management d'équipe, recrutement, organisation, etc. Et c'est pour cette raison que j'ai été recruté pour permettre à l'équipe technique de scaler, de grandir, pour accompagner la croissance de Singular grâce au développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, en octobre 2020, moi, je rejoins Singular avec les responsabilités qui sont toutes celles d'un CTO, finalement, en dehors du rôle d'expert technique que le CTO à l'époque occupait. Donc, forcément, en l'espace de 3 ans, quand on a un CTO qui a été rejoint d'un développeur en 2020, des raccourcis techniques doivent être réalisés. Des raccourcis techniques qui sont la dette technique. La dette technique, comme le nom l'explique bien, c'est de la dette. La dette, c'est quoi? C'est un emprunt qu'on réalise à un instant T, qu'on payera plus cher plus tard, mais qui a un intérêt, notamment dans une entreprise, dans les entreprises qu'on appelle les startups, qui ont un modèle pour beaucoup capitalistique avec un besoin de forte croissance. On a des investisseurs qui rentrent dans le capital de l'entreprise avec un espoir de faire multiplier cet investissement sur le court et moyen terme. Et donc, qui dit croissance fortement, dit besoin, et surtout dans une entreprise de e-commerce comme Singular, besoin de faire évoluer la plateforme assez rapidement. Et c'est pour ça que j'ai été recruté dans ce contexte-là, post-série A, avec une levée de 10 millions d'euros. Moi, mon rôle, ça a été vraiment de recruter énormément de monde très rapidement. Et c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, en très peu de temps, moi, je suis arrivé, il y avait 80 personnes dans l'entreprise. Un an plus tard, on était déjà
près une centaine à SingularArt et déjà une quinzaine, entre 15 et 20 dans l'équipe technique. Et en fast forward en octobre 2022, on a encore doublé les effectifs pour arriver jusqu'à plus de 30 personnes au sein de l'équipe technique. Donc, c'est très bien. Déjà, on a craqué quelque chose, c'est qu'on a réussi à recruter du monde. On pourrait en faire une masterclass. Je crois qu'il y en a déjà eu une d'ailleurs au sein de Product Crew. On pourrait en faire une masterclass à part entière. On a réussi à recruter du monde. On avait un vrai focus aussi sur des profils plutôt seniors. Malgré tout, le scale, c'est bien, mais on se pose la question, pourquoi le nombre de nouvelles features qui sont développées n'augmente pas naturellement proportionnellement au nombre de développeurs dans l'équipe. Problème qui est tellement constaté dans beaucoup d'entreprises. Alors, on s'est posé la question dans un contexte où on venait de lever 60 millions d'euros, comme tu l'as dit, Stan, une série B réalisée en octobre 2021. Tous les efforts de l'équipe technique étaient mis sur la croissance pour booster les chiffres, pour permettre aux cofondateurs d'aller lever les fonds nécessaires. Donc, on a eu plusieurs trimestres qui ont été extrêmement éreintants pour les équipes techniques qui étaient arrivées il y a peu de temps. Et on a malgré tout constaté que malgré les recrutements, les développements n'augmentaient pas forcément proportionnellement au nombre de développeurs. Alors pourquoi ils n'augmentent pas forcément proportionnellement? 3 raisons principales. Forcément, le premier, c'est que l'onboarding, ça prend du temps. L'apprentissage à la fois de l'expertise métier, mais aussi de la code base, ça prend du temps pour les développeurs. Chacun arrive avec son expertise, son expérience personnelle. Et donc, ça prend du temps de découvrir un code qui n'est pas le sien, surtout lorsqu'on a une dette qui a pu s'accumuler pendant de nombreuses années, où on va avoir du code un peu spaghetti, on va avoir énormément de couplage fort entre les différents services qui peuvent être développés que ce soit sur le back-end ou bien sur le front-end, du code spaghetti qui ne permet pas toujours de pouvoir faire des tests unitaires et de pouvoir renforcer finalement toutes les pipelines d'intégration continue, de renforcer la confiance qu'on peut avoir dans le code. Et ce qui peut créer naturellement à la fois des bugs et des régressions en prod lorsqu'on a des développeurs qui ne connaissent pas forcément la code base, qui vont modifier du code qui a un impact des endroits qu'ils ne connaissent pas forcément, qui n'a pas forcément de tests automatisés, que ce soit des tests unitaires ou même des tests end-to-end ou fonctionnels qui vont permettre de protéger finalement des flux d'utilisateurs complets. Et ça va demander aussi beaucoup de tâches manuelles lorsqu'on va avoir des développeurs qui n'ont pas confiance de leur code, beaucoup de tâches manuelles de validation, de QA pour s'assurer que ce qu'ils ont développé ne va pas casser ce qui est déjà en production. Donc, suite à cette série B, malgré tout, qui a été réussie, on s'est posé la question comment on peut faire pour accélérer le delivery tout en réduisant la dette technique et en augmentant le niveau de qualité du produit pour nos utilisateurs. On s'est posé cette question après la série B. On avait passé 100% du temps sur le développement produit, pas du tout de temps sur l'amélioration de notre stack technique, aucun temps passé sur la mise en place de bonnes pratiques. On a fait plusieurs itérations sur le modèle. Moi, je vais vous présenter le modèle final avec lequel on est arrivé. On avait déjà testé plusieurs choses. Une des choses qu'on avait testé à l'époque, c'était de faire dans une période de roadmap produit donné qui aujourd'hui est le trimestre à SingularArt, on avait pris la décision à la fin de chaque trimestre de prendre un sprint dédié uniquement à la tech. Quelque chose qu'on a testé, qui n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'on a cherché finalement un modèle un peu différent. Et c'est à ce moment-là que dans ce contexte-là, qu'on a pris la décision de regarder un peu ce qui se faisait chez Spotify et même dans d'autres entreprises et qu'on s'est rapproché du coup du modèle des guildes. Alors, une guilde technique, qu'est-ce que c'est? C'est pour nous la définition suivante, c'est un groupe de 6 développeurs au maximum qui est intersquad, qui est temporaire et qui collaborent ensemble pour résoudre une problématique technique prioritaire et sous la responsabilité d'un guild chair. Donc, plusieurs concepts ici. Le premier, c'est intersquad. Alors, pourquoi intersquad? On a à SingularArt aujourd'hui 4 feature teams qui ont un scope de responsabilité donné, un scope fonctionnel des responsabilités. Mais malgré tout, il y a des besoins transverses de diffusion à la fois de bonnes pratiques, mais aussi des outils qui peuvent être utilisés, qui vont être partagés par les différentes équipes de développeurs, que ce soit à la fois sur les environnements de développement local
initial, mais aussi sur toute la pipeline finalement d'intégration et de déploiement continu. Temporaire, puisque forcément une problématique prioritaire l'est à un instant T. C'est-à-dire que on rattachait toujours les guildes à un problématique business donné. Par exemple, dans un contexte de forte croissance, on va mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de priorités sur la croissance. Et donc, on a envie de développer de plus en plus vite des fonctionnalités qui vont rapporter de l'argent. Donc, on va pouvoir, par exemple, travailler sur le taux de conversion sur notre tunnel d'achat pour augmenter finalement le nombre de ventes. Dans un contexte comme celui dans lequel on est actuellement, où je pense dans beaucoup de scale-up, on se pose la question plutôt de la rentabilité, pas forcément on va avoir des focus techniques qui vont être différents. Ça peut être, par exemple, les coûts de nos serveurs, les coûts liés à toute l'infrastructure. Et on va pouvoir mettre le focus différent à ce moment-là. Donc forcément, c'est temporaire puisque une problématique est prioritaire à un instant T et pas forcément à un autre. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, c'est que chaque guilde doit avoir un objectif clair et rattaché à un objectif business. Et enfin, le dernier concept qui est ici, c'est le concept de guild chair. C'est à l'image d'un team lead, d'un lead dev dans une feature team. On va avoir un développeur qui est un expert technique sur la problématique technique donnée, qui va être responsable à la fois de la définition de la roadmap de la guilde, mais aussi de l'atteinte des objectifs qui ont été fixés sur cette roadmap. Il va donc s'assurer de l'animation de la guilde. Je parlerai des différents rituels juste après. Il va s'assurer que tous les membres de sa guilde savent quoi faire et comment le faire, justement pour atteindre les objectifs qui auront été fixés sur la roadmap de sa guilde. Maintenant, présenter un petit peu le cycle de vie d'une guilde à SingleArt. Pour commencer à travailler sur une roadmap de guilde, il faut d'abord définir du coup cette roadmap. Et donc, il va y avoir tout un travail de discovery. Et de la même manière que les équipes produits passent du temps pour définir exactement sur quel problème ils doivent travailler et sur quelle opportunité business ils vont travailler, les équipes techniques, les guildes doivent faire exactement ce même travail. Le cycle de vie que je partage ici et après le même cycle de vie qu'on peut avoir sur le développement d'une feature produit. Il faut, pour que le travail des guildes soit efficace, vraiment adopter un modèle, des process qui soient similaires à ceux qu'on peut utiliser dans le développement de fonctionnalités produits assez classiquement. Le premier parallèle qu'on pouvait avoir, c'était vis-à-vis du rapprochement à une problématique business donnée. De la même manière, on va avoir une phase de discovery qui va être sous la responsabilité du guild chair, qui va à peu près un mois et demi avant le début d'un nouveau trimestre, réaliser des entretiens avec les développeurs, qui va pouvoir rassembler des métriques techniques intéressantes. Ça peut être la vélocité de l'équipe, ça peut être si on parle de performance du TTFB, du time to first beat, du temps de chargement des environnements de développement, du temps de téléchargement de la base de données, peut-être en production. Et donc, le guild chair va réaliser sa discovery et va présenter ses découvertes au management tech, à savoir le CTO et le head of engineering, qui va pouvoir challenger le guild chair sur ses priorités et sur la problématique qu'il a pu identifier et les problèmes qu'il a envie de régler au sein de sa guilde. Au début de chaque trimestre, enfin avant le début de chaque trimestre, la roadmap, elle est donc validée par le management technique. Elle va être présentée en comité de direction au même titre que les roadmaps produits. Ça, c'est extrêmement important. On l'a découvert pour valoriser le travail de l'équipe technique et prouver à quel point, finalement, faire évoluer la stack technique est quelque chose de très important. Tous les mois, on va avoir des comités de guildes dans lesquels vont faire partie les guild chairs, le CTO, le head of engineering pour faire un état d'avancement de la roadmap, peut-être parler des problématiques d'organisation qu'il peut y avoir. Et enfin, toutes les 2 semaines, on va avoir des réunions de guilde classiques avec le guild chair et tous les développeurs qui auront été sélectionnés pour faire partie de cette guilde.
Et quelque chose qu'on a mis en place qui est extrêmement important pour faire en sorte que ça soit que les projets de guilde avancent, c'est qu'on a défini un temps sur lequel chaque guilde devait passer chaque trimestre sur les projets qui sont réalisés au sein de leurs équipes. Donc, on a fixé à 20% le temps que les développeurs devaient passer sur les projets des roadmaps de guilde. À côté de ça, on avait décidé qu'ils devaient passer 60% du temps sur les projets de la roadmap produit et 20% sur ce qu'on a appelé du run. Donc, ça va être du fixe de bugs, des petites demandes de stakeholders, des petites. Alors, moi, je faut toujours faire attention à ce mot petite, mais voilà ce qui a été décidé. Ça a été un outil extrêmement important et extrêmement utile pour pouvoir mesurer le temps passé et pouvoir aussi le monitorer et l'afficher aux yeux des équipes. On a passé beaucoup de temps à mettre en place des dashboards de mesure de la vélocité des points qui étaient finalement réalisés par les développeurs sur les différents types de projets qui pouvaient être réalisés par les développeurs. Si je présente rapidement sous la forme d'un calendrier pour que ce soit un peu plus visible aux yeux de tout le monde, voilà, on a un trimestre avec les préparations de roadmap qui sont réalisées un peu en décalage en avance, les comités de guilde sont réalisés en chaque début de mois pour faire le point sur le mois précédent, la validation du codir en chaque début de trimestre, et puis des réunions de guilde pendant lesquelles les développeurs vont se réunir pour parler des projets qui sont à réaliser, pour définir les priorités pour les sprints d'après, pour attribuer aussi les projets sur lesquels chaque développeur va travailler, et puis lever peut-être les points de questionnement, les points de doute qu'il peut y avoir sur certains projets de guildes, des guildes qui peuvent être réalisés en cours. Si je passe un peu plus en détail sur ce que contient une roadmap de guild. Donc, qu'est-ce qu'on attend de la part du guild chair avant de commencer à travailler et à développer, finalement, à implémenter les projets de ces guildes. Tout d'abord, c'est une thématique technique qui va être plus ou moins scopée. Ça peut être infrastructure, le DevOps, CI/CD, les performances, le front-end. Ensuite, ça va être une problématique claire. Une problématique claire sur laquelle on va pouvoir fixer des objectifs SMART. Donc, quand je parlais tout à l'heure, une conversion trop faible sur certaines pages de recherche, les lenteurs des développements sur les développements front-end, trop de régression en production. Ensuite, pour définir des objectifs clairs et pouvoir déterminer si le travail a été efficace ou non, on va définir des objectifs SMART. Donc, SMART, il y a mesurable, avec une temporalité, qui sont simples, afin de communiquer à la fois en interne, mais aussi en externe, et de montrer finalement l'impact finalement du temps passé sur ce développement. Et encore une fois, c'est important et j'en parlerai après, mais pour faire adhérer finalement l'entreprise à ce modèle de guilde, ça a été extrêmement important de montrer et de communiquer sur l'impact qu'a pu avoir les projets de ces guildes-là. Et donc, on va avoir un nombre de bugs en prod qui va être réduit, les temps de mise en production qui vont pouvoir être réduits, peut-être l'augmentation, la diminution des temps de chargement des pages pour tout ce qui est performance. Et enfin, on va malgré tout attendre des premières pistes de livrables. Une roadmap, ce n'est pas une liste de réalisation. Une roadmap, c'est d'abord une problématique, mais on veut quand même que le guild chair sache déjà en avance sur quel projet il va pouvoir se concentrer. Donc, ça peut être une nouvelle architecture back-end, un design system, CloudFront à implémenter sur la partie infrastructure. Maintenant, je vais vous parler un peu des réalisations qu'on a pu faire depuis qu'on a mis en place ces guildes, à savoir l'année dernière. Donc, on a eu pas mal de guildes. On a eu 6 à 7 guildes qui ont été mis en place durant l'année. Certaines sont encore en activité, d'autres non. On a eu une première guilde sur la partie CI/CD, intégration continue, déploiement continu, qui nous a permis de mettre en place un environnement de production Isoprod, qui nous a permis de faire du continuous delivery, du continuous deployment sur cette production. On a pu mettre en place un outil Cypress pour réaliser des tests end-to-end. On a mis en place des formations pour les devs et les PM à la qualité. Ça nous a permis, entre autres, de réduire de 50% le nombre de régressions en production.
Un gros projet qui a été réalisé l'année dernière, c'était un projet sur notre architecture qui était back-end, qui ne nous permettait pas justement de mettre en place des tests unitaires. Donc, on a une personne qui a défini cette architecture back-end, qui a formé les développeurs sur cette architecture et ainsi qu'à la réalisation de tests unitaires, qui a mis en place la mesure du test coverage et qui a permis d'atteindre jusqu'à 25% de test coverage, même si ce n'est pas un objectif en soi, mais c'est toujours bien de le mesurer. Ça a permis de donner beaucoup plus de confiance des développeurs sur leur développement et finalement d'accélérer le delivery au final. Côté front-end, on a mis en place un design system, documenté les composants, refactoré tous les templates sur ce nouveau design system, mis en place ce qu'on a appelé des template models, qui est une interface entre le back-end et le front-end, des tests unitaires sur le front-end et de la formation continue des développeurs front-end à ces nouvelles pratiques. Ça nous a également permis d'accélérer, d'améliorer la collaboration entre les équipes design et les équipes front-end. Trois autres guilds sur lesquels on a pu travailler. Une guilde performance qui nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle des real user métriques, d'améliorer le temps de chargement de nos pages. Ça nous a permis aussi, une chose importante, de comprendre et de déterminer si l'hypothèse de la réduction du time to first interaction améliorer finalement le taux de conversion sur notre tunnel d'achat. On s'est rendu compte que non, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais ça nous a permis de déterminer si ce projet-là était finalement prioritaire ou non. On a également travaillé donc, sur notre infrastructure avec du multi-instance, du serveur multi-instance en production, un Datadog pour améliorer le monitoring et notamment de changer de région de nos serveurs afin d'améliorer les performances sur nos plus gros marchés, notamment aux US. Et enfin, dernière guilde, la Developer Experience, qui, avec un objectif un peu plus qualitatif, même s'il est important, notamment dans un contexte où il peut y avoir des frustrations des développeurs et qui peut mener à un peu un turnover, on a beaucoup travaillé sur toutes les dépréciations qu'il pouvait y avoir sur notre stack et les erreurs qu'on pouvait détecter sur notre outil de monitoring de bugs, Sentry, qui permet de réduire la charge mentale des développeurs sur leur quotidien. Le résultat au global, en 9 mois, c'est qu'on a quand même réussi à multiplier par 2 notre vélocité au global sur tous nos développements. Et petite satisfaction personnelle, le head of product qui, en octobre dernier, est venu me voir en me disant « Écoute, Martin, on a un problème. Les développeurs vont trop vite pour les product managers. » Je ne savais même pas qu'on pouvait dire ça, mais plusieurs hypothèses à ce problème-là. Mais bon, en tout cas, il est venu me voir en me disant ça et que les PM ne pouvaient finalement pas suivre la cadence pour produire les spécifications pour les futurs produits. On a décidé d'ailleurs d'augmenter cette charge de temps passé sur les projets tech de 20 à 30%, justement pour un peu réduire la voilure sur la partie produit. Quelques pistes maintenant et quelques difficultés qu'on a pu rencontrer au cours de cette année passée à expérimenter ce modèle de guilde. Le premier, c'est vraiment le plus important, c'est le manque de temps. Arriver à trouver du temps pour les développeurs, pour les guild chairs, qui sont d'ailleurs des experts techniques et donc qui passent du temps sur beaucoup d'activités, arriver à trouver le temps pour mettre en place cette organisation, pour animer les équipes, pour rédiger les tickets, c'est compliqué. Et il faut accepter parfois que les réalisations ne vont pas aussi vite qu'on le veuille et que lorsqu'on va prioriser des sujets, ça peut être simplement de la préparation, de la rédaction de documentation ou bien de spécifications techniques. Il faut accepter que ça prenne du temps et que les résultats ne vont pas arriver tout de suite. Ensuite, un deuxième problème, ça a été l'adhésion du comité de direction, l'adhésion de l'équipe managériale. Quand on leur dit qu'on veut passer du temps sur les problématiques techniques, forcément, on se dit pas de temps passé sur les futurs produits. Et donc, on a mis beaucoup de temps à trouver le bon modèle, mais au bout d'un moment, lorsqu'on arrive avec des résultats clairs, des impacts clairs sur le delivery ou même sur le nombre de bugs en prod, finalement, l'adhésion se crée petit à petit. Le troisième problème, c'est que finalement, ces 20%, on les atteint pratiquement jamais. La raison à ça, c'est que c'est un peu la variable d'ajustement lorsque les PM vont réaliser la priorisation dans leur backlog. Et donc, c'est pour ça qu'on contrôle assez régulièrement, mais bon, malgré tout, entre un projet tech et un projet de futur produit, faut toujours arbitrer, c'est pas forcément évident. Troisième problème, la formation des guild chairs à l'animation d'équipe, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément fait naturellement. C'est un peu un rôle, on va dire,
Scrum Master, Product Owner, il est parfois partagé dans les équipes, mais en tout cas, certains devs n'ont pas forcément l'habitude. Et donc, ça peut créer un peu des problématiques d'engagement aussi de certains développeurs qui vont être un peu mis de côté parce qu'ils ne savent pas comment forcément animer ces équipes-là. Et enfin, une piste d'évolution sur ces guildes-là, si jamais l'équipe technique de Singular viendrait à grandir, c'est ce qui se passe dans des organisations plus importantes. Ce que je vous présente, c'est forcément lié à un contexte d'entreprise. C'est que on va, au lieu d'avoir des guildes qui vont être des groupes de développeurs qui sont répartis dans différentes squads, c'est des équipes plateformes qui vont être totalement orientées pour résoudre ces problématiques-là et qui vont travailler au même titre que des feature teams vont travailler sur des features, des équipes plateformes qui vont travailler uniquement sur des problématiques techniques transverses qui vont être là pour réaliser tout ce qui a pu être fait au sein de ces guildes-là. Voilà, c'est fini pour moi. Je crois que j'ai un peu dépassé, je suis désolé, mais j'espère que ça a été intéressant et j'attends donc vos questions. Yes, merci beaucoup Martin. C'était hyper intéressant, c'était un vrai deep dive sur toutes les problématiques que tu as rencontrées. On a eu pas mal de questions, pas mal qui sont pas à tout le monde, donc je ferai dans l'ordre, je les commencerai. On a préparé un petit Slido, un petit questionnaire où on va vous poser une petite question sur le rapport à la dette technique dans votre organisation, ce qui est fait, ce qui pourrait être fait. Et ça nous permettra d'avoir un petit panel de l'audience. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'en profite aussi pour vous présenter qui on est, ce qu'on fait, The Product Crew. C'est une communauté de plus de 10 000 personnes dans le produit, le design, l'engineering, la data et les ops. Et l'objectif, c'est vraiment de faire progresser tout le monde. Donc, on le fait en faisant des masterclass comme celle-ci. On le fait en publiant pas mal de contenu aussi à l'écrit, que vous avez dû voir si vous nous suivez sur LinkedIn. Et puis, on permet aussi aux entreprises de recruter des profils pertinents qui viennent à nos masterclass. Et puis, si vous cherchez votre prochaine aventure, on peut aussi vous mettre en relation avec ces entreprises. Du coup, sur la dette technique, on va voir les réponses. Vous pouvez, on ne la mesure pas, on la subit. Alors, pour l'instant, on a plutôt des réponses positives. Effectivement, les guildes techniques sont un bon moyen à un moment du scale de prendre en compte ces sujets qui, au début, avec la vitesse, comme tu le disais, Martin, quand on va vite, on doit aller vite, on doit trouver son product market fit. Donc, forcément, la dette technique, c'est important. Je pense que c'est bien un moment. Et surtout, cette notion de priorité, c'est important aussi pour la dette technique. C'est-à-dire que si dans la vie d'une entreprise, si trop tôt on part sur la réduction de dette technique, forcément, c'est du temps qu'on ne passe pas lorsqu'on est en recherche de product market fit. C'est du temps qu'on ne passe pas justement à être en recherche de ce product market fit. Donc, il faut forcément, il y a peut-être un travail aussi de sensibilisation des équipes. Si jamais elles peuvent se plaindre parce qu'elles ne passent pas du temps assez de temps sur la tech, le travail de sensibilisation pour dire, en fait, voilà, c'est nécessaire à un instant T et elles pourront comprendre. Mais par contre, effectivement, il faut par la suite, il faut tacler ce sujet-là. Totalement. Et au début, c'est vrai que quand on cherche son product market fit, on est amené à supprimer toutes des features, donc des parties du code. Donc, moins on y a passé de temps pour faire de l'optimisation en avance, comme on dit, plus moins on est attaché, on peut se débarrasser de ce code pour aller vers de nouvelles features. Donc, c'est toujours un curseur, c'est toujours un curseur à trouver qui change évidemment en fonction de l'évolution de la boîte. Donc, on a une majorité quand même de dettes techniques qui n'est pas particulièrement mesurée et qui est subie. Et on a un cas. Alors, c'est bien, ça va me permettre de poser la première question, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui la mesurent et il y a des équipes ou des personnes dédiées. Tu as parlé de cette expérience tout à l'heure, de cette première expérimentation que vous aviez faite à la fin d'un quarter, d'avoir un sprint spécialement dédié à la réduction de la dette technique et tu avais dit que ça n'avait pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ouais, bonne question. Le premier, c'est que, et ce que j'ai dit à la fin, c'est que, en fait, préparer les sujets sur lesquels on va travailler, ça prend du temps. Et si on dit,
si on dit, si on passe d'un mode où on est full-time sur du dev, qu'on est concentré à fond sur le dev et du futur produit, si du jour au lendemain on dit bah, c'est bon, vous avez 2 semaines et vous allez travailler que sur de la tech, bah, en fait, personne n'a pris le temps de réfléchir à quoi faire. Donc, il y a eu ce problème-là. Et puis, on s'est retrouvé aussi avec des PM qui étaient en attente de faire avancer leur fonctionnalité. Donc, ça a créé de la frustration côté produit. Ça a été un peu soudain. Ça a été un peu soudain pour les équipes. Et puis, finalement, ce mode start-stop, c'est pas ce qui convenait, c'est pas ce qui convenait à notre organisation. On a découvert qu'on était plus sur un mode un peu continu. Je crois qu'il y avait une question là-dessus que j'ai vue, un peu à ce sujet-là. Je l'ai perdu. Mais voilà, ça dépend des organisations. Je sais que il y a je crois que c'est le modèle. Il y a le modèle Basecamp où on a des cycles de 6 semaines et à la fin desquels on va avoir 2 temps de 2 semaines pour à la fois terminer les projets qui ont été en cours et puis passer du temps sur d'autres sujets. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont possibles. Nous, on a choisi plutôt un modèle continu, mais parce que ça correspondait plus au mode d'organisation aussi côté produit. Très clair, hyper clair. Tu parlais à un moment donné, c'était hyper intéressant, de la distribution du temps qui est annoncée de manière officielle. Je pense que Oui, c'est assez important, justement. Donc, il y avait une première partie qui, à la base, avant les guildes, où il y avait 20% pour du run. Et probablement que à cette époque, que c'est là aussi que devaient être pris les premières tâches techniques, on va dire transverses, et que c'est de là que l'idée, entre autres facteurs, mais que l'idée de faire des guildes techniques a émergé. Du coup, donc on avait 20% qui étaient pour le run, et à ça, tu as rajouté 20%, donc ça fait 20, 20, 60, si je dis pas de c'est ça. bêtises, donc les 20% supplémentaires pour les développeurs, leur travail en guilde. Tout à fait, exactement. C'est ça. Et c'est un fonctionnement qui a plutôt bien marché de ce que tu disais, cette répartition. Bah, ça permet vraiment d'acter le fait que c'est important. Quand on dit 20%, c'est pas 5%, hein, quoi. Donc, ça acte et c'est un outil de communication et d'alignement, d'adhésion de la part de toutes les parties prenantes en disant attends, écoute, bah, ouais, ton projet d'amélioration de l'admin, bah, en fait, non, on va pas le faire maintenant parce que on a passé aujourd'hui que 5, sur le trimestre, on a passé que 5% de notre temps sur de la tech. Donc, en fait, on ne va pas le prendre maintenant, ce n'est pas prioritaire. Donc, on va plutôt passer du temps sur de la tech. Donc, ça permet aussi d'offrir un outil aux product managers et aux développeurs de dire non. C'est quelque chose qu'on dit souvent, les PM, ils doivent apprendre à dire non. Et ben voilà, c'est un outil pour dire bah non, je suis désolé. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a constaté. Ce n'est pas forcément les projets produits qui prennent le plus de temps, mais c'est toujours ces petites demandes qu'on classe comme petites demandes qui en fait se retrouvent à prendre beaucoup trop de temps. Et c'est là finalement où on perdait plus de temps. Et là, on commençait à la fin à vraiment être beaucoup plus strict sur les projets qu'on acceptait de la part des autres équipes, des parties prenantes avec lesquelles on travaillait. Yes. Gaëtan posait une question hyper intéressante à laquelle on est vraiment confronté. Tu en as parlé, l'adhésion des sponsors, l'adhésion de la direction, pour arriver à les convaincre de l'intérêt qui est un intérêt forcément moyen terme, long terme, de ressentir les intérêts de cette réduction-là. Qu'est-ce qui a fait clic pour réussir à les convaincre, et qu'est-ce que toi, tu avais peut-être comme garantie à proposer en face? Euh, Comme j'ai dit, c'est toujours rattaché des projets tech avec une mesure claire et un impact business clair. Si on dit juste, bah ouais, en fait, je veux passer du temps pour faire du refactoring de mon archi back-end, on va dire, pourquoi? Enfin, déjà, on a des sponsors qui ne comprennent pas forcément et puis qui ne comprennent pas forcément l'intérêt. Et puis, s'ils ne comprennent pas ce que ça peut avoir comme impact clair, bah, ils vont pas adhérer. Donc, ce qui est important, c'est toujours attaché avec un impact business clair. Quand on dit, je vais augmenter, si on fait ça, en fait, ça va permettre d'augmenter l'efficacité de l'équipe sur le long terme, aussi de réduire le nombre de bugs et de régressions qu'on peut avoir, notamment sur des portions critiques de notre application, à savoir le paiement. Eh ben,
tout de suite, ça va faire mouche. Mais forcément, il y a toujours un peu de questionnement. Donc, ça va être un peu du test and learn. Moi, ça a été un peu de la conviction. Au bout d'un moment, moi, j'ai dit, moi, j'ai envie d'essayer. Faites-moi confiance. Si jamais ça ne marche pas, on arrête. Mais voilà. Et un point qui était intéressant, c'est que le CTO était là depuis le tout début de l'entreprise. Et même lui, il n'était pas forcément convaincu de ce modèle-là. Alors que c'est quelqu'un qui est extrêmement technique. Parce que pour lui, il avait passé 100% de son temps sur le développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, il avait du mal à comprendre pourquoi il fallait passer du temps maintenant sur l'amélioration de notre stack. Aujourd'hui, il est 100% convaincu et il pousse maintenant pour faire en sorte que ce modèle évolue dans le bon sens. Mais dans ce que tu dis, ce qui est vachement important et que j'entends, c'est ça part vraiment d'abord de la confiance. C'est-à-dire que il faut arriver à convaincre pour qu'on puisse te faire confiance plutôt que d'arriver à commencer dans son coin à le faire, prouver que ça marche un petit peu et ensuite dire, regardez, ça marche à petite échelle, venez, on scale. Tout à fait. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait une équipe produit qui était quand même sensible à ces problématiques-là. Une équipe produit aussi, comme je te disais, qui parfois avait du mal à suivre le rythme. Donc, il y a aussi ça, ça a aidé. Ça, c'est sûr que ça a aidé de dire, en fait, vous avez du mal parfois à avoir assez de temps pour rédiger les spécifications de vos, et faire de la discovery, parler à vos utilisateurs. Donc, on peut vous décharger en passant du temps là-dessus. Ça a aussi été quelque chose d'intéressant. Mais le fait d'avoir eu l'adhésion de l'équipe produit dès le départ, ça a été aussi quelque chose ça nous a permis d'être deux finalement à pouvoir appuyer cette proposition aux yeux du comité de direction. Yes, cool. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de questions, donc je ne les fais pas forcément dans l'ordre. Une question sur les profils PM produits. En fait, comment tu vas les impliquer aussi sur l'existence de ces guildes, la nécessité du travail qui va être fait et le fait de présenter justement que l'organisation et le temps passé va changer un peu dans les équipes. Ouais. Donc, les PM, nous, ils sont responsables de la priorisation de leur backlog, forcément. Et donc, à un moment, forcément, il fallait expliquer pourquoi on allait passer du temps là-dessus, pourquoi on voulait passer du temps là-dessus. Donc, ce qui se passait, c'est que on avait les membres des guildes qui rédigeaient les tickets tech, les tickets des guildes, qui associaient un nombre de points de complexité et qui allaient les présenter au PM en disant, voilà, nous, c'est prioritaire pour ces raisons-là. Est-ce que tu peux les prioriser? Après, forcément, il y a une discussion qui se crée. Mais on a forcément besoin d'expliquer. Ce qui se passait, c'est que toutes les 2 semaines, on avait une réunion de all hands avec la tech et le produit pendant lequel on présentait à la fois les nouveautés qui étaient développées côté produit, mais aussi l'évolution des roadmaps de guilde. Et donc, ça permettait d'évangéliser les sujets techniques aux product managers qui, du coup, c'était très vulgarisé, mais ils saisissaient finalement l'intérêt de l'évolution de ces techniques. Donc, on ne travaillait vraiment pas uniquement dans notre coin, il y avait une vraie communication et une vraie volonté d'alignement entre la tech et le produit, ce qui fait que voilà, il y avait très peu de moments où c'était une bataille, quoi. C'était vraiment de la compréhension commune. Et puis aussi, on avait aussi le management produit qui poussait aussi dans ce sens-là. Donc forcément, il communiquait au PM le fait de devoir prendre le temps sur ces sujets techniques. Yes. Irène posait la question, tu l'as un petit peu abordé sur les guildes versus les squads plateformes. Visiblement, ça va être une question de à quel moment on en est dans le scale et que peut-être qu'à un moment donné, ce qui était ritualisé va devenir vraiment une véritable équipe. Ça, c'est ce que tu Ouais, tout à recommandes. fait. Aujourd'hui, dans notre organisation, le focus reste le développement produit et reste la croissance. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'allouer une équipe entière à ces problématiques-là. On a ce qu'on appelle des staff engineers qui ne sont pas rattachés à des squads, qui sont des experts techniques de leur métier, à la fois en archi et côté front, qui, eux, vont être totalement transverses et qui ne vont pas travailler dans une squad et qui vont être là plutôt en support. Donc, c'est un peu une première piste, une première apparition de ces équipes transverses, mais on n'a pas 5 personnes qui sont uniquement attribuées à des sujets techniques. Dans le bouquin Team Topologies de Matthew Skelton, que j'invite tous les les tech leaders de lire, si jamais vous posez la question de l'organisation, il parle de ces équipes plateformes et il donne le chiffre de 7. C'est à partir du moment où on a plus de 6 ou 7 feature teams qu'on peut vraiment se poser la question de créer une équipe plateforme. C'est ce que j'ai gardé en tête et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait pas pertinent parce que c'est une question de taille de boîte et de priorisation.
Ça marche. Il y avait une question aussi que je trouve intéressante sur comment dire, ça se base sur le volontariat, de rejoindre une guilde technique, d'aller rejoindre un sujet. Est-ce qu'il pouvait y avoir des développeurs, est-ce que les développeurs de l'équipe qui avaient choisi de ne pas participer aux guildes techniques, il pouvait y avoir un déséquilibre entre eux et ceux qui étaient dans les guildes qui passent, enfin, est-ce qu'il peut y avoir des déceptions en tout cas par rapport à cette. Alors, ouais, c'est une bonne question. Déjà, tous les développeurs faisaient partie d'une guilde. Maintenant, on ne C'était une forçait règle? pas les... C'était une règle. Tous les développeurs devaient faire partie d'une guilde. Maintenant, on ne forçait pas tous les développeurs à être actifs au sein de leur guilde. Mais tous les développeurs choisissaient la guilde dans laquelle, en tout cas, ils faisaient une sorte de... Il y avait un système de vœux, hein, parce que sinon, tout le monde voulait travailler sur le Developer Experience. Mais, mais il y a un système de vœux et on attribuait les personnes dans les guildes en fonction de leur appétence, leur expertise aussi. Mais tous les développeurs, forcément, n'étaient pas hyper actifs. Un développeur junior, bah, on n'allait pas un développeur junior en back-end, on n'allait pas lui demander de mettre en place une architecture back-end. Donc forcément, il y avait des développeurs qui étaient moins actifs et ils allaient plutôt être en shadowing ou bien faire du pair avec des développeurs plus experts. Donc voilà, il y a eu quelques déceptions, mais dans l'ensemble, honnêtement, tout le monde était extrêmement content de travailler au sein de ces guildes. Le fait que ça existe déjà, je pense que c'est un signal hyper positif à l'organisation et aux devs, donc Mm. c'est plutôt cool. Alors, ouais, il y avait une question aussi, c'est vrai qu'on a employé beaucoup cette expression, mesurer la dette technique. Comment on mesure la dette technique chez Singular? Quels indicateurs, quelle quantité d'indicateurs, quel type d'indicateurs, et est-ce qu'il y a de l'alerting presque sur ça? Je n'ai pas réussi à répondre à cette question, honnêtement. Je ne sais pas comment mesurer la dette technique aujourd'hui. Un indicateur qui pourrait être pertinent, c'est le test coverage, parce que on pourrait se dire, bah, en fait, voilà, j'ai toute cette partie de mon code qui n'est pas testé, qui n'est peut-être pas testable. Mais encore une fois, la quantité de tests n'est pas la seule bonne mesure, puisque déjà, un test peut être mauvais. Hein. On peut faire un test unitaire qui est un mauvais test unitaire. Donc, c'est pas suffisant. Donc, non, je n'ai pas répondu à cette question. Ça marche. C'est quelque chose qui est ressenti en fait, qui est effectivement souvent ressenti, qui est une intuition qui est drivée quand on est resté un peu de temps sur une C'est code ça. base. Au bout d'un moment, quand on commence à avoir beaucoup de développeurs seniors, voire très seniors, qui tirent la sonnette d'alarme, forcément, il faut rester proche du terrain. Moi, je n'avais pas de responsabilité de développement. Je n'étais plus les mains dans le code, mais malgré tout, j'étais très proche des équipes. Donc forcément, quand on commence vraiment à entendre des sons de cloche de la part des experts, des personnes qu'on considère comme experts, on se pose des questions et on dit un peu plus sur le sujet. Et là, on rentre plus dans le concret pour définir exactement quels sont les problèmes concrètement qu'on veut régler. Puis à partir du moment où on rattache finalement la dette technique avec la vélocité d'une équipe, ça parle à tout le monde. Ça marche. Allez, on va prendre une dernière question. Tac, tac, tac. Dans la constitution de la guilde technique, tu en avais parlé, des devs multistack, où tout le monde du coup doit s'engager dans au moins une. Euh, je lis en même temps, hein, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Euh, Étienne qui disait qu'il y avait pas mal de sujets entre guillemets proches du produit. Je pense proche du business. Que ce que tu disais, c'était que c'était vraiment important que la guide technique ne soit pas, c'était pas pour la beauté du geste. C'est Mhm. plus, ou alors si c'est la beauté du geste, c'est organisationnel et c'est créer cette dynamique-là. Mais c'est pas pour la beauté du geste technique, mais ça doit vraiment avoir un impact direct avec le Ouais. business ou le produit ou la vélocité des développeurs. Ouais, ouais. C'est une bonne question. Là, je lis la question. Effectivement, quand on dit amélioration de la conversion et amélioration des performances, on prend vraiment le spectre technique. Euh, Quand je dis amélioration de la performance, on va travailler sur les performances l'optimisation des requêtes SQL, par exemple, ou bien le chargement asynchrone de certains composants JS, ou bien de certaines images. Donc, on prend vraiment ce spectre technique-là, même si l'objectif, au final, est business. Vraiment, le scope reste un scope technique.
Et après, sur le point sur la performance, on dit performance is the feature, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place, mais on a dû faire un travail d'abord d'analyse de la performance de nos pages avant de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques liées à la performance et de former les différentes équipes à qu'est-ce que c'est de faire de la performance lorsque je développe une nouvelle fonctionnalité. Et ça a été pareil pour l'architecture. D'abord, on fait un bilan. 2, on met en place des bonnes pratiques. 3, on les déploie. Et 4, on monitore que ces bonnes pratiques sont bien suivies. C'est un travail un peu constant. Et c'est pour ça que je dis aussi que les guildes sont temporaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail très fort à un moment pour lancer, pour mettre en place des bonnes pratiques, pour former. Et après, on va plutôt faire un suivi permanent de la bonne application de ces bonnes pratiques-là. Mais je suis d'accord avec Étienne, effectivement, performance, c'est comme la qualité, performance and quality is the feature. Mais il faut avoir le petit truc pour lancer le projet et le sujet. Cool. On va s'arrêter là, il est 12h50. Merci beaucoup, Martin, d'avoir présenté ce sujet des guides techniques et d'avoir parlé d'aide technique. Merci à toutes et à tous d'avoir participé pour vos questions. Merci, Lucie, pour l'organisation du Meetup. On vous retrouve très bientôt. La semaine prochaine, on va parler de Clean Archi côté front-end. Vous avez peut-être déjà reçu la notif. Faut-il en faire? Pourquoi en faire? À quel problème ça peut répondre? Et comment avoir une approche archi qui est d'habitude réservée un peu plus au back-end, d'avoir cette approche-là côté front-end. On verra ça avec Michael, Coach Craft. Je vous en dis plus bientôt. Bon appétit à toutes et à tous. Merci encore, Martin. À bientôt. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à tous pour vos questions. Et à très bientôt. Au revoir.